de retour sur le plateau de l'Africa News pour cette deuxième partie de l'émission. Nadia Lamartine, notre éditorialiste, nous accompagne toujours également parmi nous notre autre éditorialiste Ahmed Naïbal, que vous êtes historien. Bienvenue sur le plateau. Merci Kédia. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue également à Naïma Korchi. Donc vous êtes notre invitée. Je rappelle que vous êtes juriste internationale et ancienne membre du Haut Commissariat aux réfugiés, également consultante internationale. Tout de suite, notre dossier du jour. La constitution réformée de 2011 du Maroc dispose dans l'article 5 que l'amazigh constitue une langue officielle de l'État en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. 2 ans après l'adoption de ce texte, qu'en est-il des avancées enregistrées au Royaume et quelles difficultés rencontre encore la population amazigh? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Kukel. Depuis les premières conquêtes phéniciennes, romaines, arabes et ottomanes en Afrique du Nord, le peuple amazigh a toujours fait preuve de résistance. Figure emblématique de cette nature combative, la Kaena, reine amazigh des Ors qui combattit l'invasion arabe au temps de l'expansion islamique en Afrique du Nord. Le peuple amazigh est réparti du Maroc à l'Algérie en passant par la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le nord du Mali et le Niger. Ils disposent de leurs propres us et coutumes, d'une langue et d'un alphabet original, le tifinagh. C'est cette singularité identitaire que les Amazirs du Maroc cherchent à préserver. Le terme de Amazigh, c'est l'homme libre, c'est-à-dire un homme, bien sûr, que sont les autochtones du nord d'Afrique, c'est-à-dire les premiers habitants de la terre du nord de l'Afrique. Le fondement de la population marocaine est d'origine amazigh. Ils sont les fondateurs des grandes dynasties almoravides, almohades, mérinides, qui ont conquis l'Espagne notamment. Toutefois, des siècles de politique d'assimilation ont arabisé ces populations, ce qui s'est traduit par la perte de certaines caractéristiques identitaires, notamment l'usage de la langue amazigh dans certaines régions. Malgré la création en 2001 de l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM, le tamazigh ne bénéficiait toujours pas d'une reconnaissance officielle. Grâce au contexte 2011, qui a connu les révoltes en Tunisie, Libye, Égypte, etc., qu'il y a eu des échos au Maroc, à savoir le mouvement 20 février, qui a exercé une grande pression sur le pouvoir marocain, qui a accepté finalement de réviser la Constitution. Et à travers cette révision, il y a eu cette reconnaissance constitutionnelle qui va servir dorénavant à une protection juridique de la langue amazigh dans les institutions. Ainsi, dans l'article 5 de la Constitution réformée de 2001, l'amazigh constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Une avancée rendue possible également par un travail long d'une décennie opéré par l'IRCAM dans le développement de la langue tamazigh. L'objectif de l'IRCAM, c'est de préparer la langue amazigh pour la reconnaissance constitutionnelle et c'est également de préparer la langue amazigh pour qu'elle soit introduite dans le système éducatif national. Et également pour l'introduire dans les médias. Et c'est le travail qui a été fait depuis 2001. Malheureusement, c'est une décision politique qui n'avait pas de protection juridique, puisque la constitution du pays ne reconnaissait pas à l'époque la langue amazigh. Mais heureusement, le travail de l'IRCAM, au bout d'une décennie, a abouti à cette reconnaissance. Pour le réseau Amazigh pour la citoyenneté, une association non gouvernementale, l'introduction du tamazigh comme la langue officielle de l'État dans la Constitution est une avancée certes à saluer. Mais pour l'heure, elle ne se traduit que dans les textes, car des discriminations subsistent notamment dans l'octroi d'un prénom amazigh aux enfants marocains. Pourtant, le Royaume avait adopté une circulaire en avril 2013 ordonnant à l'ensemble des bureaux d'état civil, sur le territoire marocain et à l'étranger, d'accepter les prénoms amazigh. Les noms personnels amazigh, c'est-à-dire l'interdiction de nommer vos enfants un nom amazigh. On a jusqu'à maintenant, depuis le mois de janvier 2012 jusqu'à le mois d'octobre 2013, on a 21 cas jusqu'à maintenant qui restent toujours bloqués. Je peux vous dire en même temps que la question de notre identité, notre culture, notre langue dans le système éducatif reste toujours bloquée dans la même situation qu'a été depuis 2010. C'est-à-dire il y en a quelques cas modèles d'introduire la langue amazigh dans le système éducatif, mais c'est très limité. C'est-à-dire ce sont des cas pilotes au niveau du Rabat par exemple, au niveau d'Agadir, au niveau du Ouarzazate et ainsi de suite. L'amazigh est depuis 2011 une langue officielle de l'État marocain.
Toutefois, pour que cette avancée soit effective, une loi organique doit être élaborée puis adoptée par le Parlement. Sur les 19 lois organiques qui doivent être préparées par l'Assemblée, une seule a abouti. Un retard très important, 2 ans après la promulgation de la Constitution et qui repousse sans cesse le débat sur l'usage de la langue amazigh. Le 30 avril 2011, intervention historique dans le royaume chérifien, la députée du parti RNI, la chanteuse amazigh Raïssa Tabamrat, a adressé une question en langue amazigh au ministre de l'Éducation nationale, Mohamed El Wafa. C'est une avancée pour la langue parce que ça a provoqué un débat sur la loi organique au sein du Parlement. Ça a été très intéressant parce que les partis qui sont hostiles aux droits culturels et linguistiques amazigh existent toujours. Donc le fait qu'une députée a parlé au sein du Parlement en utilisant la langue amazigh, les autres partis ont réagi, quelques-uns ont réagi de manière négative, d'autres ont réagi pour soutenir cette députée. Donc ça a provoqué le débat. Pour nous, c'était intéressant parce qu'il y a eu tout un débat et ça a abouti à une journée d'études au sein de la Chambre des conseillers au Parlement marocain. Une journée de débat à l'issue de laquelle plusieurs députés ont saisi l'occasion pour demander un service de traduction instantanée des questions en amazigh, comme le veut la nouvelle Constitution. Pour l'association Réseau Amazigh pour la citoyenneté, les retards enregistrés dans l'adoption des lois organiques proviennent de la mauvaise foi d'une partie des formations politiques présentes à l'Assemblée. Le discours du roi est très avancé par rapport au discours des partis politiques. Le gouvernement, je ne crois pas qu'il aura le courage de faire lancer le débat sur la question de Tamazigh ou d'attendre vraiment une bonne loi organique, sachant que notre association, dans ses démarches et ses activités stratégiques, a déjà préparé une loi organique. On a fait un bon plaidoyer au niveau des composants du gouvernement, c'est-à-dire tous les secteurs du gouvernement, par rapport aux groupes parlementaires, par rapport aux partis politiques. Ça marche très bien. Le RNI, le seul parti politique ou le seul groupe parlementaire qui a adopté notre proposition, il l'a déposée au niveau de la première chambre du Parlement et spécifiquement devant la commission législative et droits humains. C'est prévu que les groupes parlementaires débattent, discutent ce projet-là qu'on a proposé, qui a été proposé par notre association le mois de novembre prochain. L'association passe à l'offensive car certains manquements sont toujours enregistrés, malgré le caractère désormais officiel de la langue amazigh. En juillet 2013, la Banque centrale marocaine, Banque El Maghreb, avait annoncé la mise en circulation prochainement de nouveaux billets de banque sur lesquels ne figuraient que l'arabe et le français. Malgré les difficultés rencontrées ici et là par la communauté amazigh du Maroc, tous sont unanimes à reconnaître les avancées enregistrées dans leur lutte identitaire. Si on fait une comparaison avec les années de plomb ou bien le règne Hassan II, c'est-à-dire il y a une grande avancée parce que il y a 20 ou 30 ans, c'était interdit de produire une émission en amazigh dans la télévision marocaine. C'était impossible. C'était impossible d'imaginer que l'amazigh soit à l'école et qu'on l'enseigne à l'école comme les autres langues. C'était inimaginable qu'un citoyen marocain amazighophone parle sa langue au milieu d'un tribunal sans qu'il soit arrêté par les juges et par les... Donc aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de discrimination. De manière générale, les amazighs sont regardés avec suspicion dans la majorité des pays où ils se trouvent, car pour les politiques, l'amazighité est facteur de division et menace l'identité nationale. Au Maroc, il en est autrement. Un dialogue est amorcé entre responsables politiques et membres de la communauté amazigh pour garantir à chacun le respect de ses spécificités culturelles et renforcer ainsi le sentiment d'appartenance à une nation unie. Alors depuis quand est né, Ahmed, le combat des Amazighs pour la reconnaissance de leur spécificité au Maroc? Écoutez, on peut le dater historiquement au lendemain des indépendances, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au lendemain des indépendances, il y a eu deux problèmes. Un problème historique et un problème idéologique. Le problème historique, c'est que les États nouvellement indépendants ont mis comme langue officielle la langue arabe. Et ensuite, il y a une position idéologique qui est celle du bassisme, du nationalisme, qui a fait que beaucoup de nationalistes se sont, comment dirais-je, sont entrés dans la brèche. Mais à l'origine, ça ne posait pas de problème. C'est-à-dire que les gens
beaucoup d'Amazirs parlaient la langue arabe, ça ne posait pas problème, dès lors qu'il n'y a pas un État qui a imposé officiellement une langue. Et donc pourquoi cette volonté de la part des Amazirs finalement de faire reconnaître leur langue qui était vue par la population arabe comme un dialecte tout simplement? Alors déjà, il faut définir qu'est-ce qu'une population arabe, qu'est-ce qu'une population amazigh. Je pense pour le cas du Maroc, on peut parler en termes linguistiques d'amazirophones et d'arabophones, dans la mesure où il y a un tel mélange qu'il est difficile de distinguer ethniquement qui est arabe ethniquement, qui est berbère. Or, on sait qu'il y a des zones qui sont essentiellement amazirophones. Ça veut dire que si vous allez au Maroc du nord au sud, vous allez traverser des couloirs essentiellement amazirophones. Les berbères, ils ont été en quelque sorte contraints de faire une revendication dans la mesure où l'État marocain de l'époque ne voulait pas reconnaître cette langue comme une langue d'une part officielle et comme une langue d'enseignement. Or, elle est parlée, il n'y a pas d'interdiction de parler, elle est chantée, elle est même, comment dirais-je, proposée. Elle est utilisée dans la vie de tous les jours. Elle est utilisée dans la vie de tous les jours, sur le plan économique, politique, je dirais même scientifique. Ce qui bloquait, c'était au niveau officiel. C'était au niveau officiel. Voilà. D'accord. Naïma Korchi, peut-on vraiment dire que le fondement, en tout cas de la population marocaine, est amazigh? Non, justement pour dire, je pense qu'en fait, votre documentaire a dit qu'il y avait une officialisation au niveau de la Constitution, ça il faut le saluer, mais en fait, la Constitution consacre en fait une évolution. Il y a de nombreux discours de Sa Majesté où il avait déjà fait référence à la prise en considération de plus en plus importante de la langue et de la culture amazigh comme composante de la société marocaine. Donc, il faut souligner qu'en fait, le Maroc est le premier et le seul pays, je crois, arabo-amazigh qui officialise la langue amazigh. Ça, c'est important. Il y a certes la Constitution algérienne qui en 2002 a parlé aussi, a fait mention de la langue amazigh, mais simplement en tant que langue nationale. Donc il y a une hiérarchisation des langues. Alors qu'au Maroc, on parle de langue officielle. Donc ça, je trouve que c'est déjà une consécration, quelque chose d'historique dans la plupart des pays où il y a des populations amazigh. Pour revenir un peu sur même si je suis jurée sur le plan historique, il y a eu justement ça. Après, ça sera un peu long de remonter dans le débat, même parce qu'en fait, la dualité entre berbère et amazigh et arabe a aussi été utilisée pendant le protectorat, avec notamment, vous vous souvenez, du daïr berbère de 1930, où les Français ont voulu séparer, en fait, diviser pour mieux régner les arabophones et les berbérophones. Donc en fait, il y a toute une idéologie, ce qui fait qu'en fait aussi pour les amazighs, il y a cette volonté de reconnaissance, c'est aussi un peu, je dirais, un aspect un peu psychologique, une valorisation, parce que ils ont un peu été marginalisés, il faut dire la vérité, sur le plan politique. Donc même si dans la pratique, il y a des zones, notamment dans l'Atlas ou dans la région du Rif, où l'amazigh est très usuel, l'État marocain, contrairement à d'autres États, n'a jamais interdit, par exemple, la pratique de langue amazigh. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne parlent pas un mot d'arabe et ça ne pose aucun problème. L'État n'a jamais interdit cette pratique-là. Parce que c'est une langue tout de même qui reste justement un dialecte qui reste propre à des populations dans certains endroits où les gens ne parlent que berbère, ne parlent pas. Moi, je ne vais même pas utiliser le mot dialecte parce que quand on dit ça dialecte, c'est comme si on dévalorise la langue. C'est une langue qui est parlée par notamment, maintenant il y a beaucoup, on dit qu'il y a 30 à 40% de gens qui sont amazirophones, mais il y a 80% de cette population qui sont arabophones, qui sont bilingues, alors que les arabophones très peu parlent l'amazigh. Donc c'est une langue avec laquelle on véhicule des deux côtés. Moi je suis trilingue, on peut dire, avec l'Hassani, mais j'utilise les deux invariablement. Alors, donc en fait, cette reconnaissance, cette demande de reconnaissance, c'est aussi, je pense, un aspect un peu psychologique de valorisation, afin que les amazirs se sentent pleinement citoyens. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai entendu dans les revendications. Qui soit reconnu dans leur spécificité. Nadia Lamarbi, l'amazigh, donc comme a dit Madame Korchi, c'est-à-dire que il y a certains arabophones qui ne parlent pas l'amazigh, alors qu'en général, les amazirs parlent également l'arabe. Et de ce fait, dans l'article 5 de la Constitution, donc l'amazigh est également patrimoine commun de tous les Marocains, sans exception. Simplement, il y a ce terme, cette terminologie de patrimoine. Est-ce que l'amazigh est une langue qui peut s'universaliser à l'ensemble de la population marocaine? En tout cas, universaliser, je ne sais pas, mais nationaliser, c'est possible. Il y a quand même, c'est une langue, donc il y a une grammaire, il y a un vocabulaire, il y a tout est répertorié. D'ailleurs, étrangement, c'est en France qu'on retrouve le plus de documents en langue tamazight, parce que justement, il y a eu une vraie volonté de la diaspora, quasiment au début du siècle, du 19e siècle, ça remonte à très longtemps, de conserver cette langue. Donc il y a eu un vrai effort, alors que déjà dans le nord de l'Afrique, il y avait des conflits, de préserver cette langue et d'en garder une source quelque part. Donc on trouve beaucoup d'ouvrages aujourd'hui en tamazight, particulièrement en France. Mais
au Maroc ou en Algérie ou même en Tunisie, parce qu'il y a aussi des Berbères dans le sud de la Tunisie, on voit bien qu'il y a eu plusieurs étapes à mon sens. Il y a eu déjà ce post-indépendance qui a poussé les gens à s'unifier, poussé en tout cas les gouvernants à réfléchir l'État en uniformité, on va dire. Un État, ça permet quelque part... Et aujourd'hui, depuis le printemps arabe, c'est véritablement le respect des spécificités de chacun. Oui, mais en fait, c'est pas spécialement depuis le printemps arabe. Il y avait déjà eu des réflexions depuis pas mal de temps. Il y a eu des lobbies qui ont travaillé aussi les choses. Mais comme ça peut arriver dans le sud de l'Afrique ou dans les parties subsahariennes de l'Afrique, les peuples ne sont pas homogènes ethniquement. Donc, moi, je ne penserais même pas aux aspects psychologiques, je pense aux aspects identitaires, c'est un peu normal. Lorsqu'on a grandi dans une langue, d'avoir envie que cette langue soit reconnue. Il y a un débat par rapport à ce qu'a dit Naïma, elle a souligné le daïr berbère, et c'est de ce domaine, c'est de ce daïr que vient tout le problème. Je rappelle que le daïr berbère a été, mis en place par la France, par le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Lucien Saint, le 16 mai 1930. Je me souviens bien de cette date. Non pas que je sois né en 1930, mais c'était pas un daïr pour diviser les Marocains. C'était un daïr qui allait consacrer l'espace, je dirais, juridique du droit coutumier amazigh. Mais qui s'est engouffré dans la brèche? C'est les politiques de Fès qui ont saisi, si tu veux, cette opportunité pour dire il y a une division du peuple marocain. Et c'est même, à l'époque, et ces mêmes nationalistes, ces mêmes nationalistes, au lendemain de l'indépendance, ils ont nié cette identité amazigh. Vous comprenez? D'où cette frustration au fur et à mesure. Justement, par rapport à l'identité amazigh en général, dans les pays d'Afrique du Nord, également d'Afrique subsaharienne, comme le nord du Mali et le Niger, les gouvernements voient cette amazighité comme un facteur de division au sein de la population parce qu'elle menacerait l'identité nationale, l'unité nationale. Alors justement, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est qu'une identité nationale, Khadija? C'est une identité qui est parlée, qui est connue, qui est véhiculée par tous les nationaux d'un pays. Il n'y a pas de raison de faire une discrimination. Or, nous sommes des pays où il y a une diversité culturelle. Et le drame, si vous permettez, de ces pays extrêmement colonisés, c'est qu'ils ont adopté un système juridique et politique qui s'appelle le jacobinisme. Et c'est ça qui crée problème. Vous comprenez? Donc il y a une pluralité linguistique, une pluralité ethnique. On comprend tout à fait qu'il puisse y avoir une langue nationale, à savoir l'arabe, qui est l'arabe de tous les autochtones, marocains, algériens, tunisiens, etc. Ouais. Mais c'est un pays plurilingue où la langue amazigh est importante. Il faut qu'elle soit parlée. Justement, parce que dans ces mouvements, parce que je voudrais justement, Madame Lambarkel l'a souligné, il ne faut pas résumer en fait cette préoccupation en fait de la mazighité aux révolutions, enfin aux mouvements du printemps arabe, comme on les appelle. Je pense que justement, comme je vous l'ai signé tout à l'heure, c'est une préoccupation parce que le premier discours, enfin de Sa Majesté avec la création de l'IRCAM date de 2001, dès 94. Il a fallu attendre quand même son printemps arabe pour que la langue soit reconnue dans la Constitution. Je pense que la Constitution consacre un certain nombre de mesures qui ont déjà été annoncées dans les discours royaux. Donc en fait, c'est juste la consécration en fait de toutes ces pas promesses, disons, de toutes ces instructions royales. Mais justement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a parmi même les Amazirs, il y a pas de revendication de séparatisme, même s'il y a une petite minorité justement dans certains pays qui demandent en fait la division avec la création d'un État. Comme en Kabylie, qui souhaite avoir l'autonomie. Voilà, la Zawad, la création, mais dans les mouvements Amazirs, en tout cas au Maroc, cette volonté de séparatisme est vraiment très, très, très mineur. Ce qu'ils veulent surtout, c'est la reconnaissance un peu au niveau administratif, au niveau juridique, comme vous l'avez souligné dans votre documentaire, au niveau des prénoms. Donc en fait, d'un point de vue juridique, le fait de constitutionnaliser la langue, ça va être, c'est-à-dire ça va avoir des effets juridiques très importants, notamment maintenant les langues. Pour le moment, en tout cas, les politiques n'ont pas encore oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème au niveau des lois organiques. Oui. Justement, dans le dernier discours de ce mois-ci qu'a donné Sa Majesté avec la rentrée parlementaire, justement, il a donné comme instruction aux parlementaires de voter les lois organiques parce qu'il y a énormément. C'est pas la seule loi qui a du retard. Par exemple, la dernière constitution. Il n'y en a qu'une seule qui a été. Voilà. Par exemple, nous, en tant que Marocains vivant à l'étranger, la dernière constitution nous donne des droits, mais on attend toujours la loi organique. Donc ça, c'est un autre débat sur pourquoi les parlementaires n'ont pas encore pris les mesures nécessaires. Mais juste pour revenir, le Maroc, si le Maroc a accepté autant d'avancées sur l'Amazigh, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de revendication politique ou territoriale des Amazirs. Jusque-là, contrairement aux Algériens ou même les où c'était violent, parce qu'en Algérie, par exemple, si en 2002, ça a été inscrit dans la Constitution, c'est parce qu'en fait, il y a eu déjà une décennie de la guerre civile et le pouvoir algérien voulait avoir en fait de son côté les Amazirs contre les islamistes. Donc c'est une stratégie politique, alors qu'au Maroc, c'est vraiment une évolution dans le mouvement que connaît actuellement
le Maroc de démocratisation, de prendre en considération la diversité des identités culturelles. Nous allons mettre fin à ce débat. Dans le RIF, nous allons mettre fin mesdames, nous allons mettre fin à ce débat. Je vous rappelle, Naïma Korchi, les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. En République démocratique du Congo, certains partis de l'opposition refusent de participer aux concertations en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union. Ils considèrent que ce n'est pas la réponse appropriée aux difficultés que rencontre le pays. Au Soudan, la population Ngok Dinka de la région d'Abyei a organisé un référendum pour déterminer si elle souhaitait être rattachée au Soudan du Sud ou au Nord. La consultation n'est reconnue ni par Juba ni par Khartoum, mais l'Union africaine la qualifie de menace pour la paix. Ahmed Naïd Balk, je rappelle que vous êtes historien et également notre éditorialiste. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, Khadija. Courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre. Restez avec nous dans un instant. Retrouvez la partie économie avec l'Ouganda qui investit dans la sous-traitance pour lutter contre le chômage des jeunes. À tout de suite.